La nuit était tombée depuis plusieurs heures déjà sur Enfield, ce coin tranquille au nord de Londres, quand un frisson insidieux commença à se glisser sous la porte du 284. Une fuite. En apparence, la maison n'avait rien de spécial. Murs défraîchis, mobilier modeste, une vie ordinaire. Mais en cette fin d'août 1977, quelque chose d'invisible avait décidé de venir troubler la paix agile qui régnait entre ces quatre murs. Peggy Hudson, mère monoparentale, se tenait au milieu du salon, fixant l'obscurité. Ses enfants, dont Janet, 11 ans, Margaret, 13 ans, étouffaient des cris de peur à chaque fois qu'un grincement s'élevait du plancher. Au début, Peggy crut entendre simplement un meuble bouger, comme si quelqu'un le traînait lentement pour le caler contre le mur. Elle accusa le vent, la vétusté de la maison, une plaisanterie de mauvais goût de ces garçons, mais la vérité se révélait plus sombre. Quand la commode de Janet se mit à glisser toute seule, dans un silence presque surnaturel, Peggy tenta de la remettre en place, mais sans succès. Elle sentait une force froide et invisible la contrarier. Une force qui semblait rire des limites humaines. Les bruits étranges se répétaient, comme les coups sourds sur la porte. Le plafond résonnait de pièce en pièce. Les enfants, terrifiés, virent alors l'impossible. Des jouets et des objets qui se déplaçaient tout seuls. La peur se posa définitivement dans le cœur de cette famille. Oxon, un poison lent et insistant, n'allait plus les quitter. À ce moment-là, ce fut comme un gouffre qui s'ouvrait lentement dans le sol de Green Street. Un gouffre abritant quelque chose de vieux, de mauvais. Et tandis que la nuit avalait la lumière, cette petite maison anonyme se transformait lentement en un cauchemar éveillé. C'était le début d'une affaire qui entrait lentement et longtemps les mémoires de Poltergeist d'Enfield. En août 1977, dans la modeste maison du 284 Green Street, Peggy Hodgson élève seule ses 4 enfants, Margaret, Janet, Johnny et Billy. Le quotidien est déjà éprouvant en raison de soucis financiers et de l'absence du père. Mais un soir, tout bascule. Alors que Margaret et Janet discutent avant de s'endormir, des coups secs résonnent contre les murs. D'abord, Peggy suppose qu'il s'agit de la tuyauterie vétuste ou de simples courants d'air. Pourtant, chaque nuit, les bruits redoublent de violence. Les deux sœurs, intriguées et effrayées, commettent une imprudence. Elles s'essayent à la planche de Ouija, espérant dialoguer avec un éventuel esprit. Au lieu de calmer leurs angoisses, cette séance renforce l'étrangeté ambiante. Peu après, des meubles commencent à bouger de façon inexplicable. Une chaise glisse d'elle-même, provoquant la panique de Peggy qui appelle les voisins pour témoigner de l'invraisemblable. Rapidement, la police est contactée. Un agent sur place jure avoir vu une chaise se déplacer toute seule. Dès lors, la tension monte dans la maison. Janet, la plus jeune des filles, se réveille chaque nuit, terrifiée par des grattements et des bruits sourds. Billy et Johnny se plaignent également d'objets qui tombent sans raison. Seule Margaret tente de rationaliser, mais l'inquiétude la ronge peu à peu. Quand la presse locale entend parler de ces phénomènes, le 284 Green Street s'apprête à devenir le centre d'une sinistre curiosité. Ok, c'est pas Billy, c'est pas Johnny. Apparemment, ce ne sont pas les enfants qui font un mauvais tour à Peggy. Les meubles bougent, les chaises traversent, et les bruits dans les murs ne cessent d'effrayer. Alors on sait que les maisons d'Enfield sont séparées entre deux, pour mitoyens au moins d'un côté. Donc peut-être qu'un voisin, je ne sais pas moi, à minuit qui plante un clou, ou un débat amoureux un peu trop vigoureux, fait prendre peur aux filles et leur font utiliser la planche Ouija. Alors, d'après les croyances, la planche Ouija mal utilisée ouvrirait un passage entre chaque monde. Cet esprit, cette âme, cette chose qui traverse aura un nom. On verra ça plus tard. En attendant, voyons la suite. Marcus ?
L'intérêt public explose lorsque des journalistes, alertés par la rumeur, débarquent chez les Hodgson. Le Daily Mirror, friand de récits surnaturels, envoie un photographe qui affirme se faire toucher par une brique de Lego semblant flotter dans les airs. Les gros titres ne se font pas attendre. Maison hantée à Enfield, poltergeist attaquant un reporter. Les habitants du quartier, d'abord compatissants, commencent à s'agacer de cette soudaine effervescence qui brouille leur tranquillité. Pour tenter de comprendre le phénomène, Maurice Gross et Guy Lyon Playfair, membres de la Society for Psychical Research, SPR, investissent les lieux. Ils installent magnétophones et caméras, espérant glaner des preuves tangibles, voix, déplacement d'objets ou tout autre signe d'une activité inexpliquée. Ils notent vite que la plupart des phénomènes se produisent en présence de Janet, comme si la fillette était un catalyseur. Malgré leurs efforts pour tout consigner, rien n'arrête le chaos dans la maison. Les coups sur les murs reprennent en pleine interview. La porte claque brusquement, effrayant les enfants. La tension nerveuse s'accroît. Peggy n'arrive plus à dormir et les journées sont parasitées par la présence incessante de curieux stationnés devant le 284 Green Street. Pour beaucoup, la simple présence de la presse alimente le phénomène, créant une spirale médiatique incontrôlable qui maintient l'atmosphère sous pression. Alors, on est en droit de se demander une chose. Tout le monde est là. Journalistes, voisins, voisinage. Je dis bien voisin et voisinage séparés. Pourquoi? Parce que le voisin direct, là, vous voyez là, on ne l'entend pas lui. Non, on entend le Daily Mirror qui envoie un journaliste. Bon, il se prend un Lego. Attention, reconstitution. Pardon, excusez-moi. Oui, bonjour, c'est vous le photographe? Oui. Il vous reste un Lego, ici. Oh, c'est un coup, j'avais pas vu. Merci beaucoup. De rien. Oui, acteur studio. Et là. Oui, il se prend une brique de Lego. On envoie le SPR. Le SPR, eux, ne sont pas là pour rigoler. Ils amènent tout leur matos à l'époque, donc tout leur magnétophone, les caméras, tout. Voilà, eux, ils interviennent. Ils sont là vraiment pour prendre le moindre phénomène qui pourrait arriver. Et effectivement, ces phénomènes sont tous autour de Janet, 11 ans. Et vous allez le voir, ça va prendre de l'ampleur. Alors que l'automne s'installe, l'ambiance à l'intérieur de la maison se teinte d'une aura oppressante, presque suffocante. Chaque couloir, chaque recoin semble guetter la moindre étincelle de peur pour la faire grandir. Les enfants sursautent au moindre grincement. La nuit, ils tremblent dans leur lit en entendant des cris étouffés ou des coups. C'est à ce moment que Janet prend brusquement la parole d'une voix rauque, grave, qui glace le sang. Elle prétend être Bill, un ancien résident de la maison. Les enregistrements réalisés par Gross et Playfair révèlent un timbre profondément anormal pour une fillette de 11 ans, provoquant chez les témoins présents une terreur sourde, presque paralysante. Certains fuirent la pièce, d'autres fondent en larmes. Les sceptiques, eux, parlent de ventriloquie ou de crise nerveuse. Mais quand la voix persiste pendant plusieurs minutes, sans pause apparente, même les plus incrédules sentent leur échine se hérisser. De plus, d'autres manifestations s'intensifient. Objets projetés à travers la pièce, lévitation supposée de Janet, porte qui se verrouille toute seule. Les nuits deviennent des cauchemars éveillés. Peggy, au bord de l'effondrement, songe à quitter la maison pour épargner ses enfants. Pourtant, l'emprise semble totale. Chaque tentative de fuir se solde par un regain d'activité sinistre, comme si l'obscurité refusait de les laisser partir. Alors, effectivement, la ventriloquie, oui, mais pas donnée à tout le monde. Alors, c'est vrai que, comme vous verrez sur les documents que je vous ai mis là, voilà. Donc ça, c'est les interviews d'époque de la BBC. C'est pas moi, hein, c'est Gross et Playfair. Ils ont donc interviewé les filles dans la maison. Et effectivement, Janet dit être Bill. Ou Bill parle à travers Janet en disant qu'il est Bill. Ou c'est Janet qui dit à Bill de dire qu'il est Bill à travers de Janet, mais pas en ventriloquie. C'est compliqué. Et en même temps, où Janet a-t-elle été chercher que Bill était Bill? Alors, on atteste ce document qu'une personne a bien vécu là et que son pseudonyme était Bill. Personne de 61 ans, il devint aveugle avec le temps, puis meurt dans le salon
d'hémorragie dans le salon, là où beaucoup ont vu des choses. Alors, même si cette histoire est à tirer par les cheveux, beaucoup d'éléments tentent au surnaturel plutôt qu'au rationalisme. Oui, je le dis. Effectivement, comment une fille de 11 ans peut savoir certaines choses, déjà par rapport à Bill. Goss et Playfair sont là 24 heures sur 24. Peggy n'en peut plus. Elle est fatiguée. Le soir, c'est le bordel parce que Bill fait montrer qu'il est là. Et la journée, c'est la cohue dehors. Les journalistes veulent des interviews et Goss et Playfair n'arrêtent pas une minute. Alors, la cavalerie va arriver, mais on ne va pas l'appeler. C'est elle qui viendra d'elle-même. Les scènes d'horreur s'enchaînent dans la maison, où meubles renversés et portes claquées créent une atmosphère suffocante. Les enquêteurs sont à bout, et la famille, au bord de la panique, ne sait plus que faire pour retrouver un semblant de normalité. C'est alors qu'arrivent Ted et Lorraine Warren, célèbres démonologues venus d'Amérique espérant apaiser les lieux. Dès leur entrée, Lorraine ressent une présence terriblement hostile, tandis qu'Ed tente de rassurer Janet, recroquevillée dans un coin du salon. Les prières et supplications n'y font rien. Lorsque la nuit tombe, la voix ténébreuse de Bill résonne, moqueuse, au milieu des bénédictions. Des ombres mouvantes glissent sur les murs, et le sol tremble sous l'emprise d'une force invisible. Malgré leur expérience, les Warren peinent à contenir l'angoisse ambiante. Ils tentent une prière d'exorcisme solennelle, autour de laquelle Gross et Playfair s'unissent, scrutant chaque recoin de la maison. Alors qu'ils implorent le calme, un fracas retentit. Une table s'élève brièvement avant de tomber violemment sur le carrelage. Je vous mets en défilé ici l'entretien de Ed avec la voix. Maintenant, l'arrivée des Warren, Ed, Lorraine, sont censés apaiser les choses. Or, c'est l'effet inverse. Le chaos s'amplifie pendant leur séjour, donnant un sentiment d'insécurité pour toutes les personnes présentes. Après l'exorcisme improvisé de Ed, un silence inimaginable règne dans la maison, au point qu'on entend battre leur cœur. Ce silence semblant dire que Bill est caché là-bas. Non, peut-être ici. On ne sait pas ce qui se passe, plus rien. On sent comme si un regard nous épiait derrière chaque meuble, attendant le meilleur moment pour nous faire bondir de peur. Soudain, presque aussi vite qu'elles étaient venues, les manifestations se raréfient, les voix s'estompent, les déplacements de meubles s'espacent. Peu à peu, la famille retrouve un semblant de répit, même si chaque bruit demeure suspect. Chaque courant d'air glacial évoque la présence intangible de Bill. Gross et Playfair consignent leurs dernières observations, oscillant entre soulagement et frustration. Rien n'a pu prouver définitivement la réalité surnaturelle du phénomène, mais rien n'en a non plus confirmé la fraude. De leur côté, Ed et Lorraine Warren repartent pour les États-Unis, le cœur lourd. Ils murmurent que cette maison reste l'un des cas les plus angoissants auxquels ils aient été confrontés. Selon eux, quelque chose plane encore dans les pièces. Une ombre tapie qui ne demande qu'à ressurgir si on la provoque. Peggy, de son côté, ne demande qu'à tourner la page, malgré le sentiment que la maison porte toujours l'empreinte d'un mal insidieux. Janet grandit, hantée par le souvenir de ces nuits cauchemardesques. Elle reconnaîtra plus tard qu'elle a pu amplifier certains faits, parfois par peur, parfois pour répondre aux attentes d'adultes qui guettaient le moindre signe étrange. Néanmoins, elle jure que la plupart des événements étaient bien réels et que leur intensité la terrifie encore aujourd'hui. Malgré la controverse, l'affaire Enfield a marqué les esprits. De nombreux auteurs, réalisateurs et spécialistes du paranormal ont repris ce dossier hors norme. Le nom d'Enfield, autrefois associé à l'industrie et à une discrète histoire royale, est désormais indissociable de ce poltergeist et de l'intervention des célèbres Warren. Bien que le mystère persiste, la famille Hodgson n'en demeure pas moins meurtrie par une expérience qui a bouleversé à jamais leur vie. L'affaire Enfield reste une énigme insoluble, défiant la rationalité autant qu'elle nourrit les croyances. Malgré le peu de légendes sur cette ville de Enfield, elle a conquis un statut particulier. Celui d'un quotidien qui peut basculer dans l'horreur à tout instant. Les adaptations Cinématographiques, télé,
Conjuring 2, The Enfield Haunted continue à perpétuer ce mythe moderne qui invite chacun à se demander et si l'inexplicable prenait racine dans nos propres peurs. Alors qu'on interprète ceci comme un drame familial, un phénomène psychique ou une intrusion surnaturelle, le poltergeist d'Enfield continue à faire frissonner ceux qui s'y en intéressent. Mais vous les sceptiques, imaginez-vous marcher de nuit dans cette rue et entendre une voix rauque dans l'obscurité. Oserez-vous seulement faire demi-tour tant que votre cœur ne se glace à l'idée de ce qui hante encore ces vieilles maisons? Car parfois, derrière une porte close, le regard vide d'un esprit vengeur vous observe déjà dans un silence plus glacial que la mort. Poltergeists seem to thrive on an atmosphere of tension that is partly sexual. The fact that most of the focuses are adolescents seems to contribute to the mischievous nature of the effects, leading some to suggest that the kids are faking or enjoying a laugh at the expense of the investigators. But to create all the bizarre effects that went on in this house either involves a gigantic conspiracy with the neighbors or a disruption in our laws of mind and matter.